on va démarrer. Donc, je vais d'abord me présenter. Je suis Olivier Couloumer, je suis consultant en développement professionnel à l'APEC de Lyon, donc en direct de Lyon où il fait un temps absolument magnifique. J'espère que chez vous également. Euh, donc, de quoi va-t-on parler pendant une heure? Effectivement, bah, tous les conseils qu'on peut vous donner pour négocier un salaire en entretien de recrutement. Et on sait que c'est un sujet qui vous concerne. Vous nous avez posé de très nombreuses questions en amont et j'espère qu'elles seront encore plus nombreuses en direct. Et on va démarrer, hein, le temps que vous vous installiez tous, par bah, expliquer ce que c'est que l'APEC. Donc, je ne sais pas si vous connaissez tous l'APEC. L'APEC existe depuis voilà, plus de 55 ans aujourd'hui. C'est une association paritaire qui travaille à la fois pour les candidats que vous êtes, effectivement. Donc, on vous aide tout au long de votre parcours professionnel à vous accompagner sur vos questions de mobilité, de changement, de candidature, d'entretien, de réseau. Et vous pouvez venir nous voir, voilà, tout au long de votre vie professionnelle. Vous cotisez tous les mois à l'APEC. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. On travaille également pour les recruteurs, hein, pour les entreprises, et également on les aide pour optimiser leur recrutement principalement. Voilà, les aider à bien définir un besoin, à rédiger une offre attractive et à trouver les bons candidats. Et enfin, l'APEC, c'est un observatoire du marché de l'emploi cadre depuis maintenant voilà, plus de 50 ans. Vous trouverez de très nombreuses études de l'APEC sur le site Corporate, hein. Donc vous voyez que apec.fr, il y a un site sur lequel vous êtes actuellement, qui est un site candidat et recruteur. Et tout en bas du site, vous avez effectivement un lien qui vous amène vers le site Corporate, qui est un site grand public. Et sur ce site Corporate, vous trouverez toutes les études que l'APEC publie, et notamment récemment, donc habile transition, l'étude APEC sur le baromètre des rémunérations cadres 2020, que je vous invite du coup à consulter. Donc voilà, une étude très précise, très documentée, par fonction, par secteur, par région, et également voilà, des statistiques sur comment se sont comportées les rémunérations en 2020. Et avant de vous présenter quelques chiffres sur cette étude, on va commencer par une très bonne nouvelle, hein. Globalement, vous voyez ici, hein, tout en haut du slide, il y a hier 122 000 offres, hein, sur le site apec.fr. C'est du jamais vu, hein, voilà, donc on est effectivement dans une période où il n'y a jamais eu autant de demandes de recrutement, autant d'intentions de recrutement de la part de nos clients. Donc, et je rebondis là-dessus, c'est le meilleur moment, voilà, pour valoriser vos talents, pour négocier une rémunération. Plus il y a de demandes de la part du marché, plus vous aurez l'occasion plus facilement de négocier une rémunération sur certains secteurs qui sont encore très tendus. Je ne vais pas effectivement vous assommer de chiffres, hein, vous lirez toutes ces études à tête reposée. Il semblait qu'il y avait voilà, 3-4 repères assez intéressants en préambule de ce live pour dire un petit peu comment se sont comportées les rémunérations des cadres durant cette année de crise un peu compliquée. On voit que globalement, la rémunération des cadres, hein, donc on est sur des médianes, elle est plutôt, hein, elle s'est plutôt maintenue à 50 kilos euros. Elle a légèrement effectivement augmenté depuis 2017, mais vous voyez qu'en 3 ans, crise ou pas crise, elle s'est maintenue, hein, au même niveau. Deuxième enseignement de cette étude, hein, et donc ça on le savait avant et depuis toujours, que la mobilité, hein, c'est-à-dire le fait de changer d'entreprise, et tout particulièrement sans période de chômage, c'est la clé pour augmenter sa rémunération de manière assez substantielle. Donc vous voyez qu'ici, hein, sur le graphique à gauche, hein, 66% des cadres ont été augmentés lorsqu'ils ont changé d'entreprise sans période de chômage, hein. Mais vous voyez que également, hein, avec une période de chômage, on est à peu près à 38%, ce qui n'est pas négligeable. Mais on sait que globalement, on est moins augmenté lorsqu'on change de poste en interne. Donc l'enjeu aujourd'hui, avec la reprise du marché, avec effectivement cette forte demande de la part de nos clients, bah, c'est de vous pousser à aller voir un peu ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est dans ce cas de figure que vous allez pouvoir augmenter substantiellement votre rémunération. Là aussi, un rapide graphique pour recontextualiser. La rémunération, ça reste le critère numéro 2 dans l'intérêt des cadres, qu'ils soient en poste ou en recherche d'emploi. Donc on voit que c'est un sujet majeur, hein, d'où
d'où ce live, d'où les questions qu'on va évoquer dans quelques instants. Le premier critère, c'est l'intérêt du poste, hein, les conditions d'intérêt du poste et de la mission. Et le deuxième critère, lorsque vous allez choisir une opportunité, ben, ça reste encore la rémunération et c'est bien normal. Alors, voilà, des très bonnes nouvelles sur ce baromètre que je vous ai exposé. Il y a quand même des mais. Voilà, il y a des bémols. Il y a effectivement une thématique que l'on développe beaucoup dans ce baromètre, où il y a eu effectivement des femmes qui ont été effectivement défavorisées dans ces salaires pendant cette crise et qui ont pâti, voilà, plus fortement que les hommes d'une baisse de rémunération. Hein, vous voyez qu'il y a quand même un delta encore, 46 000 pour les femmes, 53 000 pour les hommes. L'écart s'est creusé, hein, pendant la crise. Donc effectivement, un point à noter, un point de vigilance. Et le deuxième point, on voit sur ce graphe également que ce sont les moins de 35 ans, hein, qui ont moins bénéficié d'augmentation de salaire pendant cette crise. Voilà, donc les femmes et les jeunes ont été les perdants en termes de rémunération en 2020. Voilà, juste quelques propos, quelques chiffres pour introduire ce live. Bah écoutez, j'attends j'attends vos questions. Alors, en fait, je vais répondre à des questions que vous nous avez posées en amont, en ce moment, puisque je vois que vous en posez énormément. Et puis voilà, j'ai effectivement mon smartphone où je vais consulter vos questions en direct. D'ailleurs, je tenais à remercier toute l'équipe, voilà, qui m'a aidé à préparer ce live et qui est actuellement en direct pour me proposer vos questions. Donc, ils se reconnaîtront tous, voilà, à la technique, à la modération, mes confrères. Et du coup, je vais du coup consulter en direct les premières questions qui arrivent sur mon smartphone. Alors, bah, la première question que vous me posez, et ça tombe bien parce que c'est le préambule idéal, c'est en gros euh, comment on identifie, comment on fixe, hein, sa rémunération, son niveau de rémunération lorsqu'on est dans un processus de recrutement, comment ça se passe, hein. Et donc cette question, elle est fondamentale parce que bah, c'est le cœur du sujet finalement, hein, qu'on soit jeune diplômé, cadre expérimenté ou cadre en fin de carrière, on se posera toujours les mêmes questions et la méthode, elle est toujours la même, hein. Donc en amont, bien évidemment, eh bien, c'est un sujet qui se prépare, hein. On ne peut pas improviser ce type de questions. Et donc, on prépare cette réflexion en allant interroger le marché, en allant interroger des collègues, des anciens, des confrères, en utilisant des outils, hein, des fiches fonctions sur le site apec.fr, je vous les recommande, le simulateur de salaire sur ce même site apec.fr qui vous donne des montants de rémunération et des fourchettes qui sont pratiquées par le marché. Je vous invite à aller sur les sites de nos confrères de cabinets de recrutement qui proposent des études de rémunération mensuelles qui sont très bien fournies. Et puis des sites comme Jury Travail, notamment, où vous allez trouver beaucoup d'informations juridiques sur le monde du travail, mais également, voilà, un simulateur de salaire qui est vraiment pertinent. Donc l'ensemble de ces informations, c'est de la collecte, c'est de la veille pour que vous connaissiez globalement les prix qui sont pratiqués par le marché. Après, la rémunération, c'est deux choses, hein. Ce sont vos compétences, vos talents, votre expertise, vos atouts, voilà, vos trophées, vos pépites, comme on peut dire, qui vont effectivement valoriser le niveau de la rémunération. Et ce sont les prix du marché, hein, qui sont effectivement pratiqués par les concurrents, par des confrères, par des collègues. Et c'est ce mix des deux qui va effectivement faire aboutir au juste prix, hein. Donc on va en parler tout au long de ce live. Et globalement, vos compétences, vos atouts, les valoriser, mettre des preuves en avant. Et le fond ne suffit pas, hein. On sait très bien que quand vous allez chercher un niveau de rémunération et l'afficher, eh bien la manière dont vous allez l'afficher, dont vous allez la communiquer, va être aussi important que le fond. Donc comment, voilà, on déclame un niveau de rémunération avec force, avec conviction, avec affirmation. Là aussi, hein, sur le fond ou la forme, si c'est un sujet qui vous bloque, qui vous rebute, ben, sachez que voilà, on est là pour vous aider et on peut vous entraîner à l'exercice. Donc, se renseigner en amont, faire de la veille sur l'ensemble des sites que je vous ai cités pour identifier les prix du marché, identifier vos atouts,
vos pépites, hein, les écrire, les mentionner à l'oral, à l'écrit, et puis ensuite vous entraîner à le déclamer en entretien. Et ça, vous pouvez clairement le faire avec l'APEC. Euh, vous êtes les bienvenus. Alors, deuxième question. Oui. Alors, est-ce que je dois brader mon salaire si je ne trouve pas de salaire voilà, à la hauteur de mes compétences et du marché? Alors, je ferai un peu une réponse de Normand. C'est-à-dire, en règle générale, non. Et donc, il faut réussir à parvenir à trouver des compensations finalement à un marché qui se dégrade en mettant en avant des compétences que vous êtes en train d'acquérir, des compétences transversales, des talents que vous avez pu développer à l'extérieur, je ne sais pas, de votre travail. Je sais pas, vous faites du montage vidéo, vous êtes capable de gérer des lives sur YouTube, par exemple. Mais globalement, toutes ces compétences que vous allez rajouter dans votre package, bah, ça va être des compétences qui vont pouvoir valoriser votre rémunération. Donc, essayez de faire, voilà, c'est pas toujours possible, hein, mettre en avant ces compétences pour valoriser un maximum votre niveau de salaire et du coup de se rapprocher un maximum de votre salaire initial. Et si ce n'est pas possible, parce que je suis complètement conscient que lorsqu'on cherche depuis des mois, voire plus d'une année, eh bien, à un moment donné, il y a un principe de réalité. On va se confronter à un marché avec des salaires qui sont bien moins importants que ce que l'on souhaite. Eh bien là, on va envisager voilà, une décote. Euh, L'idée, c'est d'envisager une décote qui soit, une fois de plus, hein, raisonnable. Et c'est un exercice qui est compliqué, hein. Donc là aussi, toutes les questions que vous allez me poser, je vais faire des réponses assez générales, mais l'idée c'est que vous puissiez venir nous en parler pour qu'on puisse voilà, fixer un niveau de prix raisonnable par rapport au marché et à vos compétences. Alors, peut-on simplement s'appuyer sur son ancienneté pour négocier un salaire à la hausse ou faut-il apporter des arguments chiffrés? Geoffroy qui nous pose cette question. Alors je reviens voilà, à ce que j'ai dit en préambule. Euh, pour moi, une rémunération, ça valorise bien sûr de l'expérience, mais ça valorise des missions, des faits, des exemples, des preuves. Donc l'idée, c'est de ressortir voilà, vos preuves, qu'elles soient effectivement sur une année, 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est effectivement le résultat de ces preuves qui vont valoriser votre rémunération. J'ai réalisé tel projet, dans telles conditions, avec tel outil, c'était en anglais, c'était à l'étranger, c'était dans un délai contraint. Et ben, toutes ces caractéristiques, c'est ça qui va valoriser effectivement ma rémunération. Donc effectivement, vous avez raison, Geoffrey, plus vous avez réalisé de missions sur une durée longue, bah, plus votre rémunération elle va augmenter parce qu'on paye l'expérience, bien évidemment. Mais donc pas uniquement, hein. Ce sont la qualité de vos réalisations, la qualité de vos preuves et comment vous allez les mettre en lumière en plus de votre expérience très concrètement. Alors, oui, je suis jeune diplômé, je n'ai pas d'expérience. Comment fixer une rémunération quand on n'a pas d'expérience? Donc, je pense que c'est une question qui vous parle. C'est une question que vous nous posez énormément quand on vous accompagne sur l'accès à votre premier emploi. Euh, alors, là aussi, je dirais que venez nous en parler et on va réfléchir au cas par cas. Parce qu'une compétence aujourd'hui, c'est bien évidemment ce que vous avez pu réaliser en stage, en alternance. Et ça, globalement, c'est une expérience opérationnelle. Mais c'est tout le reste, hein. C'est un engagement associatif, sportif, artistique. C'est un rôle que vous avez eu dans une équipe, dans un travail collectif. C'est un rôle que vous avez eu dans le bureau des élèves, par exemple, de votre école. Donc toutes ces expériences, si vous avez, je ne sais pas, entraîné une équipe de rugby amateur, tout ça, ça démontre effectivement un potentiel, des compétences, une appétence, du management, de la négociation. Ça peut être aussi une compétence, comme je disais tout à l'heure, créative, technique. Je sais faire du montage vidéo, je sais modérer un live sur Facebook ou sur YouTube. Et c'est toutes ces compétences que vous allez amener. Et la clé pour faire vos preuves, entre guillemets, qui va effectivement justifier une rémunération, c'est de pouvoir parler d'exemples, hein. Donc
Donc là aussi, vous avez tous, même sans le savoir, des exemples de réalisations que vous pouvez mettre en avant et qui peuvent valoriser une rémunération. Donc, oui, vous êtes jeune diplômé, oui, vous avez des preuves et vous pouvez amener des choses et du coup en parler. Et si c'est compliqué pour vous, bah, une fois de plus, on peut vous aider à valoriser tout ça et à exprimer vos preuves pour la rémunération. Alors c'est vrai que quand on est jeune diplômé, on a certainement moins de marge de manœuvre que si on avait plus d'expérience. C'est pas tout à fait faux, hein. Mais vous pouvez toujours argumenter sur si vous n'avez pas de réalisation, en tout cas un potentiel, hein, quelque chose que vous allez pouvoir développer. Alors, alors est-ce que l'on gagne? Alors, faut-il indiquer, autant pour moi, une fourchette de salaire tout de suite, au risque que l'entreprise se cale sur la fourchette basse? Très bonne question de Chantal. Donc là, on va un peu aborder des aspects de tactique et dans la négociation salariale. Euh, Deux aspects, hein. C'est vrai qu'en général, quand on parle de rémunération, on parle de fourchette. Alors moi, je suis plutôt partisan d'un montant, voilà. Mais après, il y a deux écoles. Et effectivement, on dit souvent que quand on parle d'une fourchette, dans le plancher, on met la limite, et dans la fourchette la plus haute, on met bah, le maximum. En général, on n'a pas trop de difficulté à imaginer un maximum, hein, ça c'est certain. Donc, dans le timing pour en parler pendant l'entretien, en général, le recruteur va en parler, hein. S'il n'en parle pas, c'est en général une thématique qu'on aborde quand tout a été déjà abordé et on s'est mis d'accord sur tout le reste, hein, en règle générale. Donc en général, on en parle à la fin du processus de recrutement et on annonce un montant. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est qu'effectivement, en préparation, vous puissiez ben, imaginer votre plancher, c'est-à-dire en gros, vous n'irez pas au-dessous de tel montant. Bah, du coup, l'objectif pour vous, voilà, idéalement, j'aimerais repartir avec telle rémunération. Et puis, imaginez effectivement une fourchette haute que vous allez effectivement proposer en entretien pour vous laisser une marge de négociation. Et après, vous verrez pendant l'entretien. Vous verrez que tout au long de l'entretien, est-ce que vous suscitez l'intérêt du recruteur? Est-ce que vous êtes sur un métier en tension? Hein, le marché intervient beaucoup sur ces questions-là, hein. Si vous êtes très peu ou si vous avez beaucoup de concurrence, bah, du coup, la négociation ne sera pas la même, hein, et vous aurez beaucoup plus, en tout cas, le guidon et la main pour négocier que si vous êtes 500 concurrents, hein. Donc, tous ces éléments au fil de l'entretien, où vous allez sentir que vous êtes plutôt dans une situation de force, vous poussez certainement à proposer une fourchette qui est plutôt haute. Donc préparez effectivement un plancher, un objectif, une fourchette haute. Ne dévoilez jamais, hein, votre plancher, entre guillemets, puisque ça, c'est vous qui l'avez en tête. Et quand vous affirmez une rémunération, bah, essayez, si c'est possible, d'indiquer bah, en tout cas le plafond plutôt que le plancher, c'est clair. Alors, est-ce qu'on gagne plus en ayant un statut cadre? Oui, en général, quand vous avez un statut cadre, vous cotisez davantage pour la retraite, donc ça peut avoir une incidence sur la rémunération, surtout en début de carrière, hein, voilà, effectivement. Euh, oui, pourquoi les salaires à l'embauche sont plus faibles que les salaires des personnes qui occupent ce poste en interne, hein? Souvent, il y a un écart entre les deux. Alors la raison principale, c'est que lorsque vous occupez une fonction dans l'entreprise et que vous l'occupez depuis longtemps, eh bien, vous bénéficiez d'une augmentation de salaire, hein, régulière sur l'ensemble de la période, et qui fait qu'à un moment donné, vous allez atteindre un salaire qui va être plus important que ce qui est affiché sur une offre, et peut-être plus important que la valeur finalement du métier et sa cote actuelle, hein. Donc oui, il y a toujours un écart. Alors, que me dites-vous? Alors, comment rassurer un recruteur si j'accepte une baisse substantielle de salaire? Oui, ça vous est certainement arrivé. Vous êtes arrivé à un niveau de rémunération qui est important, tout à fait justifié, mais important, et peut-être hors marché, hein, c'est-à-dire qui ne correspond plus aujourd'hui au prix, entre guillemets, pratiqué par le marché et proposé par les recruteurs. Donc, la tactique, en règle générale, c'est bien sûr apporter une réponse aux besoins du client, mais ça, c'est assez classique, hein. Voilà ce que je peux vous apporter sur cette mission. Affichez vos preuves, affichez vos résultats, et
Qu'est-ce qui fait qu'une rémunération, elle augmente? C'est très souvent qu'on a un variable, qu'on a un rôle de développement commercial, qu'on a de la mobilité, hein. Donc c'est finalement l'intérêt du poste, les missions, les contraintes qui vont générer finalement une augmentation de rémunération. Et donc en disant simplement, bah voilà, moi ce poste, je suis prêt à accepter une baisse de rémunération de temps pour me concentrer sur mon cœur de métier, pour être plus opérationnel, pour être plus focus, pour être là, je sais pas, présent sur le poste, pour me recentrer sur le cœur de métier, sans en avoir des contraintes de déplacement ou de variables. Et du coup, tout ceci justifie une baisse de rémunération que j'ai anticipée, que j'ai étudiée, et c'est quelque chose que vous avez intégré. Donc, une tactique effectivement pour proposer une décote de rémunération et pour garder la face, entre guillemets. Et je discutais avec une collègue hier qui est beaucoup en relation avec vous sur l'étude des CV notamment, et qui me disait qu'elle avait un client qui, sur un poste donné, avait négocié un 4/5e, mais en gros, voilà, pour un montant de salaire à temps plein, il dit bah, je peux faire le boulot 4 jours sur 5. Donc effectivement, bah, tout le monde est gagnant. Et la personne en face, enfin le candidat, avait anticipé ça, en disant oui, je suis capable de faire ce boulot en 4 jours parce que j'ai de l'expérience, parce que je suis plus rapide. Mais du coup, je vous dis, vous, monsieur le recruteur, qu'on peut s'arranger sur la rémunération. En fait, je fais le boulot à 100%, mais vous me payez à 90%. Donc, il y a aussi des manières de négocier avec un recruteur pour, euh, en tout cas, conforter cette décote de rémunération. Alors, et si le recruteur ne parle pas de salaire, doit-on poser la question? Alors, vous avez raison. En règle générale, le recruteur, il va parler de salaire, hein. Et s'il ne le fait pas d'emblée de jeu, il le fera à la fin du processus de recrutement. Il y a un intermédiaire qui vous posera forcément la question d'emblée, hein, en début de processus, c'est le cabinet de recrutement, hein. Du coup, pour poursuivre le processus de recrutement, il va valider que vos rémunérations correspondent finalement à la fourchette du recruteur. Donc, s'il n'en parle pas, effectivement, à un moment donné, à la fin de l'entretien, bah, de poser clairement la question, hein, on n'a pas évoqué la rémunération, est-ce qu'on peut en discuter? Bien sûr. Et si à un moment donné aussi, j'ai quelques clients qui ont utilisé cette technique, vous voyez que euh, c'est compliqué d'en parler, vous pouvez peut-être lui donner la main en disant quel est le budget que vous avez prévu sur ce poste, voilà, quelle est la fourchette de rémunération qui est prévue sur ce budget, qui vous va vous permettre de vous caler par rapport à cette fourchette et du coup de proposer le juste prix pour entrer dans la négociation plus rapidement, hein. Donc oui, vous en parlez en fin de processus si ça n'a pas été évoqué. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Alors, comment se positionner face à une annonce qui ne précise pas de fourchette de rémunération? Comment être certain que le recruteur ne se braque pas face à une demande trop élevée? Alors là, vous touchez effectivement un aspect même culturel, hein, de nos modes de recrutement. Vous voyez qu'à peu près 40% des offres, hein, sur le site apec.fr qui mentionnent une rémunération. La plupart mentionnent selon profil à négocier, hein. Vous voyez souvent cette requête. Alors, les raisons sont multiples, hein. Elles sont culturelles, elles sont également assurer peut-être une relative paix sociale par rapport aux personnes en poste. Elles sont très multifactorielles, entre guillemets, mais néanmoins, vous n'avez pas la rémunération qui est affichée. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Bah déjà, en parler avec nous, hein, parce que globalement, on connaît les pratiques des recruteurs dans ce secteur d'activité et on peut vous dire, par rapport à la rémunération que vous proposez, est-ce que vous êtes dans le marché ou pas du tout, hein. Et la deuxième partie de votre question, en gros, voilà, est-ce qu'on est certain que le recruteur ne va pas se braquer par rapport à une rémunération? Bah, c'est parce que vous aurez enquêté en amont, donc la PEC, Glassdoor, LinkedIn, on vous donne à peu près des fourchettes hautes en termes de rémunération et vous saurez que voilà, la rémunération que vous amenez, que vous proposez, elle est ou non complètement hors fourchette quelque part. Donc, venez nous en parler. Voilà, on va trouver une solution.
Alors, alors une question qui dépasse un petit peu le cadre de l'entretien de recrutement. Combien de temps vous laissez-vous pour récupérer votre rémunération? Ah, c'est une bonne question. Imaginons que voilà, vous démarrez dans un poste à un salaire moindre que le vôtre, et du coup que le recruteur vous pose la question, bah voilà, vous rentrez à un salaire 20% au-dessous de ce que vous touchiez. Combien de temps vous laissez pour finalement bah, récupérer votre salaire initial? Donc là, moi, je vous conseille d'être assez pragmatique et de se fier à une règle dans l'entreprise, hein. On redéfinit des rémunérations en général lors de l'entretien annuel et de laisser un temps d'une année euh, pour dire, bah voilà, dans un an, on refait un point pour revaloriser ma rémunération. Alors, il y a aussi une tactique, hein, c'est un peu qui tout double, hein, ça ne fonctionne pas toujours. Si vous voyez que la rémunération proposée est franchement inférieure à ce que vous touchez, pouvez proposer aux recruteurs ce qu'on appelle une clause de revoyure, euh, qui est mieux si elle est écrite, hein, je vais pas vous le cacher, et de préciser que bah, dans un an, si les résultats sont atteints, voire dépassés, eh bien l'employeur ou le recruteur s'engage à vous rémunérer à votre rémunération initiale, hein. Ça peut se faire, hein, c'est une négociation. J'accepte le deal pendant une année, et puis au bout d'une année, on se met d'accord sur une revalorisation du salaire. C'est des pratiques qui se voient. Il faut pas hésiter en tout cas à le proposer. Alors, est-ce qu'il y a de vraies différences entre l'Île-de-France et les régions? Oui, il y a, alors de moins en moins, ça dépend effectivement les secteurs et les postes, mais il y a à peu près, oui, entre 10 et 15% d'écart entre un salaire en Île-de-France et en région. Euh, est-ce que... Alors, est-ce que les sociétés de conseil sont un meilleur choix pour les jeunes diplômés, même si le salaire est inférieur à celui des entreprises qui recrutent directement? Merci Youssef pour cette question. Alors, si vous êtes ingénieur, en tout cas si vous ciblez des postes dans l'ingénierie, que ce soit en bureau d'études, en production, ou que vous sortez d'un master 2 équivalent, il y a de très fortes chances, hein, que vous allez être approché par des sociétés de services en ingénierie ou en informatique. Ce sont elles qui recrutent massivement les jeunes diplômés. C'est une pratique qui est française, hein. Donc là, globalement, c'est relativement incontournable. Donc, il y a de très fortes chances que vous allez être recruté par une société d'ingénierie sur ce type de métier. Euh, alors, est-ce qu'elle propose des salaires moindres que les clients en direct? Ben, on ne peut pas vraiment le dire parce que le client en direct, quand il va diffuser une offre, elle va être généralement dédiée à des gens qui sont relativement expérimentés, hein, entre 5 et 10 ans. Donc, du coup, si vous êtes jeune diplômé, vous n'arriverez pas à postuler, hein. Donc, l'idée, c'est de démarrer dans une société d'ingénierie, de voir plusieurs problématiques, plusieurs secteurs d'activité, plusieurs clients, valoriser cette rémunération tout au long de vos expériences, puis ensuite, à un moment donné, lorsque le temps sera venu, de pouvoir proposer vos compétences chez le client final au juste prix. Donc, privilégiez les sociétés d'ingénierie au démarrage parce que c'est elles qui recrutent massivement et elles vont vous permettre, voilà, de découvrir de très nombreux secteurs d'activité, peut-être de découvrir un client avec lequel vous avez plus de, voilà, de matching et d'affinité pour ensuite, voilà, si c'est possible, postuler chez un client. Mais en général, ça n'intervient pas avant 5-10 ans, hein. Donc, oui, l'ingénierie au départ pour pouvoir postuler chez le client. Alors, lorsque le recruteur demande nos prétentions, peut-on lui répondre que nous préférons nous positionner par rapport à sa proposition? Eh bien, il y a plusieurs tactiques. Moi, je dirais que les deux se testent. Vous pouvez, comme vous le dites, dire à un moment donné, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bah voilà, monsieur le recruteur, quelles sont vos, votre fourchette finalement de rémunération que vous allez allouer à ce poste, hein. Quel est votre budget? Et par rapport à ce budget, vous positionnez. Mais d'un autre côté, moi je trouve que d'afficher, voilà, avec une certaine affirmation, assertivité, une rémunération, bah, ça prouve que vous avez préparé votre entretien, ça prouve que vous avez enquêté, ça prouve que bah, vous êtes sûr de vos compétences et que vous y mettez un prix, hein. Et tous les recruteurs, hein, donc un aparté, vous dites qu'ils sont très sensibles au fait que les candidats négocient et négocient à la hausse. Ça renvoie effectivement à l'image que vous avez plutôt confiance dans vos compétences, que vous les proposez à un prix que vous jugez raisonnable et qui est étudié, et que cette négociation, finalement,
elle révèle en vous une certaine confiance en soi qui va forcément être un plus dans le processus de recrutement. Donc je dirais que négocier un salaire à la hausse, c'est aussi la preuve que bah, vous êtes conscient et confiant dans vos compétences et ça a tendance effectivement à accroître la confiance du recruteur pour vous embaucher et du coup à le rassurer. Donc je dirais la boucle est bouclée, même si c'est quelque chose qui est pas très simple, hein, d'afficher une rémunération et puis de l'expliquer et de le justifier entre guillemets. Mais là aussi, si sur la forme et sur l'entretien vous avez un peu de mal, on en discute ensemble et on peut vous entraîner sur l'exercice, hein. Il n'y a pas de problème. Alors, mais que répondre quand le recruteur a peur de voir partir le recruté qui prend un salaire moins élevé? Alors attendez, un peu compliqué. C'est Lucas et Léo qui ont écrit la question. Le recruteur a peur de voir partir le recruté qui prend un salaire moins élevé. Euh, En fait, la question, elle est, est-ce que je dois me brader? Est-ce que je dois être au-dessus du salaire ou est-ce que je dois être sur le juste prix, hein? Et je dirais que se brader, c'est jamais bon pour son ego et pour votre confiance, et du coup, c'est à déconseiller. Mais du coup, vous positionner sur une rémunération qui est beaucoup plus importante, complètement hors marché, a aussi un effet qui est assez préjudiciable parce que le recruteur va pas vous crédibiliser, hein. Vous n'allez pas être sérieux à ses yeux. Donc, moi, je dirais que toutes les questions que vous me citez, c'est avant tout de la négociation, hein. C'est à un moment donné, vous placez une rémunération, le recruteur, lui, va essayer de négocier, et à un moment donné, une négociation, c'est quand les deux parties y trouvent leur compte. Il ne faut pas qu'il y ait une personne qui soit lésée par rapport à une autre, et c'est ça, la négociation. Vous allez arriver à un accord pour que les deux parties soient satisfaites. Et moi, je dis souvent à mes clients que lorsque vous avez tout validé, hein, en termes de compétences, en termes de talent, en termes d'atouts, et que vous arrivez à la question de la rémunération, il est très rare, hein, lorsque le recruteur va vous intégrer pour toutes les raisons que j'ai évoquées, que le processus s'arrête à cause de la rémunération, hein. C'est rarissime. C'est-à-dire que si vous êtes mis d'accord, si vous voulez travailler ensemble, vous allez trouver, voilà, un entre-deux, vous allez trouver une négociation sur la rémunération. Donc je dirais que c'est quelque chose qui se travaille même pendant l'entretien, hein. Vous allez voir effectivement si le rapport de force, s'il penche plutôt de votre côté ou de l'autre, si le recruteur s'intéresse à vos expériences, s'il vous pose des questions, vous pouvez demander s'il y a eu beaucoup de candidatures, oui, non. Et du coup, au fur et à mesure de l'entretien, voilà, si vous sentez que vous êtes plutôt en situation de force, sur certains métiers, certains secteurs qui sont en tension, c'est toujours plus simple. À ce moment-là, voilà, vous pouvez tenter de préciser un peu plus fort. Donc, ouais, ça reste une négociation, hein, et qui est pas chose facile, hein, mais, euh, mais là aussi, hein, on vous propose des situations d'entraînement tous les jours à la PEC, donc n'hésitez pas. Alors, une question que vous me posez là et que vous me posez même assez régulièrement en entretien, euh, quels sont les critères, voilà, clés, voilà, pour faire monter, grimper finalement votre cote et votre rémunération? Est-ce qu'il en existe? Alors oui, il en existe très clairement. Et d'ailleurs, ce sont des critères que vous retrouvez dans notre simulateur de salaire, hein, sur apec.fr. Euh, donc en fait, première chose, quand vous postulez pour une grande entreprise, voilà, par rapport à une PME, TPE, oui, c'est vrai. Les niveaux de rémunération sont plus élevés, sont plus importants. C'est un fait. Si vous avez un variable, en règle générale, vos rémunérations sont plus importantes. Donc oui, ça rentre effectivement dans ces critères-là. Variable égale rémunération plus importante. Si votre langue de travail, c'est l'anglais, ou si vous travaillez en permanence en anglais, eh ben, c'est un facteur clé qui va booster votre cote et qui va faire grimper les enchères de votre rémunération. De même que une entreprise multiculturelle ou effectivement voilà, une multinationale où vous allez travailler avec des interlocuteurs étrangers, bah ça aussi, ça se valorise et ça fait grimper votre rémunération. Si c'est je sais pas, si c'est un travail qui nécessite beaucoup de déplacements, beaucoup de mobilité, ben voilà, il va y avoir une rémunération qui va venir en face. Euh, et puis le secteur, tout simplement, hein. On sait très bien qu'il y a certains secteurs d'activité qui payent mieux. Voilà, donc tout le secteur des, euh,
des éditeurs de logiciels, la pharma. On sait que traditionnellement, ce sont des secteurs à fort potentiel et qui payent mieux que d'autres. Alors, qu'est-ce que vous me dites d'autre? Oui, vous me posez une question. Lorsque le recruteur vous demande, voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre processus de recrutement? Est-ce que vous avez d'autres propositions? C'est là où effectivement la rémunération, ça peut être un outil assez astucieux, assez magique pour effectivement faire monter un peu les enchères. Vous pouvez très bien dire, oui, j'ai d'autres opportunités, je suis en processus de recrutement auprès d'autres entreprises. Euh, en tout cas, je sais ce qui me plaît dans votre offre, les conditions, la mission, ce que vous me proposez. Euh, il y a peut-être une chose par rapport à ce qu'on me propose ailleurs, ça serait peut-être la rémunération, et c'est ça qui ferait la différence, hein. Donc, vous voyez, ça vous permet aussi de renvoyer la balle au recruteur pour éventuellement réévaluer sa rémunération si, s'il veut vraiment vous intégrer, hein. Donc, vous voyez, vous pouvez jouer aussi cet aspect rémunération en disant, j'ai pas mal d'entretiens à côté, votre mission, elle m'intéresse fortement, et vous pouvez peut-être jouer, voilà. Ce qui pourrait peut-être faire la différence, c'est la rémunération. Vous voyez. Puis vous voyez comment le recruteur réagit. Alors, tout ce que je vous dis là, ça marche pas tout le temps, hein. Parfois, bah, vous ne pouvez pas négocier, tout simplement. Voilà, on sent qu'effectivement vous êtes arrivé au bout du bout et que le recruteur vous dit stop. Et là, voilà, bah, voilà, game over, hein, on s'arrête et vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite, hein. Vous pouvez aussi vous laisser un petit temps de réflexion pour réfléchir à tout ça, quoi, hein. Vous n'êtes pas obligé de réfléchir et de donner une réponse tout de suite. Vous pouvez le recontacter 24 heures après. Euh, Alors, est-ce une perte de temps de postuler à des offres dont la fourchette de salaire indiquée est inférieure à nos prétentions? Bah, ça dépend inférieur de combien, hein. Si c'est inférieur de 50%, ça va être un peu compliqué. Mais s'il y a cette marge de manœuvre, effectivement, 15-20% de moins, il faut savoir que un recruteur, quand il va afficher une rémunération, bah, il va peut-être avoir tendance à afficher, pareil, un plancher pour se laisser une marge de négociation. Et comme vous ne connaissez pas cette marge, bah, l'idée, c'est de tenter le coup si vous voyez que voilà, le gap n'est pas si important que ça. Et puis je rajouterai autre chose, c'est que moi j'ai quelques clients que j'ai accompagnés qui demandaient 50, hein, sur un poste globalement qui proposait 50. Et au fur et à mesure de la discussion, au fur et à mesure de l'entretien, bah, le périmètre du poste s'est un peu élargi. Ils ont évoqué d'autres missions, des missions transverses, des choses en plus, bah, qui a fait que le poste voilà, ne ressemblait plus à ce qu'il était initialement prévu. Et du coup, la personne, bah, elle est sortie de l'entretien avec 65 kilos euros, alors que le poste au départ, le périmètre était à 50. Donc je dirais que la rémunération qui est affichée, c'est une base, et c'est souvent une base qui est basse. Vous avez toujours une marge de négociation. Alors là, je prends un extrême, hein. Mais oui, si elle est légèrement plus basse que vos prétentions, ben, n'hésitez pas à postuler. Alors, oui, si un recruteur vous demande si vous travaillez chez nous, quels seraient vos arguments pour justifier une augmentation? Donc là, entre guillemets, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire que le recruteur, il vous projette dans le poste. En gros, vous êtes déjà chez nous, hein. Donc là, c'est un petit signal qui vous dit que la partie est plutôt bien engagée. Donc, en gros, on vous dit, on se revoit dans un an à l'entretien annuel. Qu'est-ce qui va justifier une augmentation de rémunération? Alors, soyez très pragmatique et classique, hein. Vous dites, bah, si, je ne sais pas, je suis largement au-dessus des objectifs, si j'ai dépassé les objectifs, si je suis à 110% de mes objectifs, là, je serai en mesure de vous demander une augmentation, tout simplement. Alors, donc là, vous nous posez une question par rapport à une augmentation lors d'un entretien annuel. Je suis une juriste junior avec 1 an d'expérience. Je crains de demander une augmentation trop importante et me ridiculiser à l'entretien. D'accord, donc là vous êtes en poste, vous êtes recruté, et puis 1 an après, vous demandez une augmentation de salaire. Alors je pense qu'il faut faire une enquête en interne, comme si vous étiez en externe d'ailleurs, hein, en gros, quelles sont les augmentations pratiquées, qu'est-ce qui stimule une augmentation de rémunération dans l'entreprise, quelles sont les pratiques de l'entreprise.
Vous voyez, parfois on valorise certaines missions, certaines démarches, certaines postures, qui fait que la rémunération, elle augmente. Et je pense qu'il faut se baser sur quelque chose de très factuel, des preuves. Voilà ce que j'ai mis en place, voilà comment j'ai procédé, hein, parce que c'est toujours le comment qu'on valorise, et puis les résultats que j'ai obtenus, hein. J'ai développé un portefeuille client, j'ai augmenté le chiffre d'affaires de temps, et du coup, voilà, des résultats qui sont tangibles avec un pourcentage, bah, du coup, justifient une rémunération. Ou quelque chose que vous avez développé sur le tard, qui n'était pas forcément demandé dans votre périmètre et dans vos attributions, et qui ont permis l'accélération d'un projet, booster un client, donc le petit plus qui n'était pas attendu, c'est votre petit bonus, hein. Donc je pense qu'il faut parler du classique, le périmètre de votre poste, et puis la mission transverse, le bonus que vous avez pu développer, qui a été profitable à l'entreprise et qui justifie une augmentation. Euh, Vous serez ridicule si vous demandez une augmentation absolument mirobolante qui sort du cadre, hein. Donc là aussi, hein, on peut en discuter ensemble, hein. On peut vous dire qu'est-ce qui est ridicule et qu'est-ce qui ne l'est pas par rapport à votre demande, quoi. Euh, alors, comment réagir face à un refus d'augmentation annuelle après en avoir fait la demande? Bon, c'est assez classique, hein. Voilà, on demande une augmentation et puis ça n'arrive pas. Euh, Bah, je pense qu'il faut se fixer une nouvelle échéance, hein, c'est-à-dire à 6 mois, à un an, pour bah, valoriser un peu plus vos preuves. Peut-être que votre manager, votre responsable, il n'est pas conscient finalement des résultats que vous avez obtenus et ce n'est pas suffisamment visible. Donc moi, ce que je ferais, c'est, voilà, est-ce qu'on peut faire un point dans 6 mois sur voilà, mes performances, mes objectifs, pour pouvoir effectivement mieux communiquer auprès de ce responsable et pour être plus légitime à cette augmentation de rémunération lors de l'entretien annuel. Euh, alors, oui, vous me parlez beaucoup là, quelles sont les contreparties possibles en cas de concession. Et je poserai le cadre un peu plus large. Euh, un salaire, c'est pas que de la rémunération, c'est pas que de l'argent, hein, vous le savez bien. C'est effectivement tout ce qu'il y a autour, hein. Alors bien sûr qu'il y a des rétributions, l'intéressement, la participation, les bonus là qui sont purement financiers, mais il y a également tout le reste, c'est-à-dire vos conditions de travail, effectivement, des indemnités kilométriques, une voiture de fonction, un portable, etc. Donc c'est aussi de poser clairement la question, hein, à la fin de l'entretien, quand vous sentez que les choses se précisent plutôt bien, ben voilà, quels sont les à côté ou les plus dans le salaire, et en discuter clairement, hein. Si vous voyez que le salaire est un peu plus faible et que toutes ces compensations matérielles peuvent arriver à un salaire équivalent, laissez-vous le temps de réfléchir aussi, hein. C'est-à-dire qu'on vous propose l'ensemble de ces bonus, entre guillemets. Vous pouvez dire, bah, écoutez, laissez-moi 24 heures pour y réfléchir et faire votre calcul de votre côté, de revenir ensuite en disant, OK, l'ensemble de ces contreparties me satisfont et du coup, je peux accepter ce salaire aujourd'hui. Autre chose qui rebondit avec les questions que vous pouvez nous poser sur les pièges, hein, de la rémunération, euh, vous pouvez poser la question à un recruteur du calcul qu'il peut faire entre la rémunération brute et la rémunération nette selon son secteur d'activité, hein. Vous savez qu'en général, le différentiel, il est de 22%, hein, en général, mais certaines branches, certains secteurs professionnels, ben, du coup, c'est plutôt 27%, hein. Donc, vous voyez pas de surprise entre un brut et un net. Vous pouvez clairement poser la question de le pourcentage qui est pratiqué dans le secteur d'activité ou la branche. Et puis, n'oubliez pas de poser des questions. Voilà, est-ce que c'est sur 12, 13 mois pour une fois de plus éviter les mauvaises surprises en fin de négociation. Alors, comment faire face à un recruteur qui nous demande notre salaire précédent afin de se positionner sur le même salaire à l'embauche, donc sans argumentation lors du changement d'entreprise? Vaut-il mieux mentir et donc indiquer un salaire précédent plus élevé au risque que le recruteur ne l'apprenne? Alors je vous le déconseille, moi je vous conseille plutôt de jouer la transparence quand on vous demande votre ancienne rémunération.
parce que le recruteur peut le vérifier. Voilà, c'est pas obligatoire, mais il a cette possibilité et d'être plutôt transparent là-dessus. Voilà, ben, je vais gagner, etc. Donner toujours un global, hein, un fixe plus un variable, et puis éventuellement les à côté pour qu'on ait une idée globale de la rémunération. Euh, et pour moi, être transparent, c'est important parce que peut-être que cette rémunération, elle était hors marché, que vous étiez sous-payé, que vous avez été recruté avant 2009. On sait il y a des moments lorsque vous avez été recruté où les rémunérations sont plus basses et de se dire que c'est ça qui justifie aujourd'hui votre demande de rémunération plus élevée, hein. Comme on l'a vu en début de live, c'est lorsqu'on change d'entreprise que l'on fait le saut et le gap le plus important. En général, il est entre voilà, 15-20%. Donc, finalement, si vous étiez à un niveau un peu plus bas, et si vous demandez du coup 20%, bon, il y aura une négociation, mais ça ne va pas être si choquant que ça. Donc, moi, je resterai sur quelque chose de relativement honnête. Euh, et si globalement, vous étiez surpayé, et que globalement, vous arrivez avec une rémunération qui est hors marché, euh, bah, peut-être être franc et dire voilà, moi je sais qu'aujourd'hui, par rapport à mes études de marché, ma veille, je sais que le salaire que je gagne ou ma rémunération, elle est conforme au marché aujourd'hui. Donc je suis à un niveau qui est déjà en haut de la fourchette. Donc je demande le même niveau de rémunération. Ça prouve que vous êtes lucide sur le marché et que vous n'êtes pas dans la surenchère. Et voilà, moi je resterai sur une démarche transparente et honnête. Alors, que me dites-vous? Quelles sont les fonctions qui payent le mieux? Donc, je vous laisserai regarder sur le site corporate de l'APEC. Vous allez voir, on a fait une étude vraiment approfondie par fonction. Il y a 43 fonctions qui sont vraiment décryptées. Euh, Comme depuis de très nombreuses années, c'est un peu toujours le même trio de tête, hein. Je dirais que ce qui paye le mieux, bah, ce sont classiquement les fonctions de direction, qui paraît relativement logique. Et puis ensuite, je mélangerai plutôt la fonction et le secteur d'activité, on va dire tous les métiers liés à la donnée, hein, donc du développeur au chargé d'affaires et puis au responsable marketing digital, entre guillemets. Donc tous les métiers de la data, entre guillemets, bah, on sait que ce sont des métiers qui payent et qui payent bien parce que transformation digitale, parce qu'il y a des pénuries très fortes sur ces métiers. Et donc, voilà, l'offre et la demande fait monter la cote de ces secteurs. Et puis en troisième position, c'est quelque chose qu'on voit très fortement sur les offres APEC.fr et que vous avez peut-être dû remarquer, toutes les fonctions, finance, comptabilité, expert comptable. On voit que globalement, ce sont des métiers qui payent bien. Et je mettrai en quatrième position des métiers qui ont une forte tension actuellement, les métiers de chantier, les métiers de production, les métiers de flux, de logistique, voilà, qui sont contraints effectivement à des fortes tensions et qui fait en sorte que les rémunérations montent. Donc comme je vous le disais en début de live, vérifiez aussi l'état de santé de votre secteur et de votre fonction. Si globalement vous êtes très attractif parce qu'il y a très peu de candidats, eh bien vous avez la main pour négocier plus facilement une rémunération. Alors, lors d'un processus de recrutement, est-il pertinent ou dangereux de demander un temps de réflexion lors de l'annonce de la rémunération sur un poste? Et non, pas du tout. Et au contraire, hein, vous n'êtes pas du tout obligé de répondre tout de suite. Vous pouvez vous laisser un temps de réflexion. Et comme je vous le disais tout à l'heure, bah voilà, de rentrer chez vous à froid. Déjà de voir si le poste vous plaît, si vous êtes motivé, hein, au-delà de la rémunération, ça permet un peu de décanter les choses. Puis faites votre calcul, hein, sur les à côté, sur les avantages en nature, sur tout ce qu'on vous propose au-delà du salaire. Et puis du coup de revenir vers le recruteur après mûre réflexion, voilà mon choix. Et c'est un choix qui sera réfléchi et largement mûri, quoi. Euh, Alors, quelle question poser à un recruteur sur ce sujet, donc au sujet de la politique de rémunération de l'entreprise? Est-ce qu'on peut poser la question grille salariale, augmentation collective, mutuelle avantageuse? Vous pouvez tout à fait poser la question lorsque vous abordez la rémunération sur la politique salariale de l'entreprise. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a un intéressement? Est-ce qu'il y a une participation? Euh, et en fait, tous ces éléments-là, ça vous décrive un peu les valeurs de l'entreprise,
le partage, voilà, de la richesse, du bénéfice ou du chiffre d'affaires. Ça vous donne aussi des éléments sur, euh, oui, sur les valeurs ou ce qui constitue l'ADN de l'entreprise. Effectivement, un 13e mois, les politiques d'augmentation, euh, et c'est intéressant si vous pouvez le faire, de connaître un peu les pratiques d'augmentation de salaire de ces entreprises, en allant regarder des forums, voilà, sur Glassdoor notamment, pour identifier quelles sont les pratiques d'augmentation. Est-ce que c'est des augmentations générales, individuelles? Est-ce que c'est plutôt 2% par an, 10% par an? Pour vous calquer un peu sur ces éléments, hein. Vous connaissez les pratiques salariales de l'entreprise et du coup, vous allez être mieux à même à négocier, à poser les bonnes questions. Alors, qu'est-ce que vous me posez comme question? Oui, alors, quel est l'ordre de mesure finalement de la rémunération? Est-ce que l'on indique du mensuel, de l'annuel, du brut, du net? Voilà, alors c'est une question fondamentale. Sachez que l'ordre de grandeur et le métrique, entre guillemets, du recruteur, c'est kilo-euro brut annuel. Donc, parlez le même langage que le recruteur, faites une petite multiplication et annoncez une rémunération en kilo-euro brut annuel. Voilà, c'est ce qui est pratiqué, c'est ce qui est affiché sur les offres. Et lui, le recruteur, il a ça en tête. Ça lui évite de faire voilà, le calcul en direct. Euh, alors, qu'est-ce que... Question. Alors, on me fait valoir que je pourrais intégrer le capital de l'entreprise d'ici un an ou deux de manière contractuelle. Dois-je en tenir compte dans ma demande de salaire? Oui, oui, complètement. C'est un élément qui rentre effectivement dans la négociation. C'est écrit, voilà, c'est formalisé, il y a une promesse. Et donc là, vous pouvez effectivement dire, ben, comme je rentrerai au capital dans un an, je peux peut-être voilà, évaluer légèrement à la baisse la rémunération, puisque je sais que dans un an, a priori, ma rémunération va augmenter. Alors, on m'a demandé si ma demande de rémunération est-elle fixe ou variable. J'ai signalé un fixe mini. Quel delta peut-on accepter entre le fixe et le variable? Alors, en général, quand vous annoncez une rémunération, c'est un package, c'est global, hein. Donc c'est le fixe plus le variable. Voilà ce que je touche et ou voilà la prétention salariale, c'est en totalité. Après, vous, voilà, de votre côté, en back-office, entre guillemets, caché, bah, vous pouvez du coup réfléchir le fixe pour vous au-dessous duquel vous n'allez pas descendre, hein, donc votre limite. C'est-à-dire, voilà, si à un moment donné mon variable est très faible, et puis vous aurez posé la question, hein, comment se décompose le variable, c'est quoi la part du variable dans la rémunération. Si globalement on vous dit, voilà, vous aurez 80% de variable dans votre rémunération globale, bah, globalement, il va falloir calculer le fixe, il va être du coup très faible. Est-ce que vous allez pouvoir vivre convenablement avec ce fixe-là? Donc oui, quelle est la part du variable dans la rémunération? Vous pouvez poser la question, quel est le niveau d'atteinte des objectifs dans votre équipe actuellement? Ça vous donne un peu une idée. Si on vous dit, ben, globalement, les équipes, elles sont à 80% d'atteinte des objectifs. Donc du coup, ça vous permet d'évaluer grosso modo le montant du variable et du coup de faire votre calcul et de donner une réponse. Oui, alors est-ce qu'il peut y avoir des pièges sur un package salarial? À quoi dois-je être vigilant? Donc voilà, vous parlez entre autres parfois de propositions de salaire de sociétés d'ingénierie. Euh, oui, il faut être vigilant sur, bah voilà, est-ce qu'il y a un fixe, un variable? euh, Qu'est-ce qu'ils entendent par rémunération? Et donc que vous soyez au clair sur la décomposition de la rémunération. Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est une indemnité kilométrique? Parce qu'il y a souvent effectivement ces éléments qui sont intégrés à la rémunération. Est-ce que c'est une voiture de fonction, un portable? Et là aussi, je pense qu'il faut vous laisser un peu de temps pour faire le calcul, pour pas vous sentir lésé dans la rémunération globale. Donc je pense que le principal piège, peut-être très certainement dans les sociétés de conseil, c'est vraiment sur ces notions d'indemnité journalière, indemnité kilométrique, pour que voilà, vous ayez un montant précis
que vous puissiez intégrer à votre rémunération pour pas voilà, vous sentir lésé en fin de compte. À qui parle-t-on salaire? Est-ce qu'on parle au RH ou à son futur manager? Alors, très bonne question. En général, vous allez plutôt en parler au RH, parce que lui, effectivement, il a une grille de rémunération et puis du coup, il en tient compte au démarrage. Mais vous allez aussi en parler a priori à l'opérationnel, parce que entre le démarrage du processus, qui peut être le RH, et puis la fin du processus, hein, le dernier entretien avec l'opérationnel, bah, peut-être que le poste il sera un petit peu modifié dans ses contours, peut-être que vous aurez discuté d'autres missions et que peut-être, voilà, en bout de course, vous arrivez à une rémunération qui sera différente que ce que vous aurez proposé au RH. Donc je dirais aux deux, voilà. Euh, alors, comment demander une augmentation de salaire dans un contexte économique difficile, aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié? Euh, Ben, c'est clair que c'est beaucoup plus complexe quand voilà, l'activité ne se porte pas très bien, qu'il y a une crise voilà, structurelle, et du coup bah, d'être conscient de cet état de fait, mais de toujours communiquer sur la plus-value de vos actions, vos résultats, vos preuves. Et si, une fois de plus, ben, cette rétribution, c'est pas de l'argent, peut-être penser à, une fois de plus, un, un avantage non financier, entre guillemets matériel, qui pourrait effectivement récompenser une contribution, une mission, hein. Vous voyez, si c'est pas de l'argent, ça peut être effectivement autre chose. Ça peut être une nouvelle organisation du travail, ça peut être vous permettre de travailler en télétravail un peu plus souvent, ça peut être aussi ça, hein. Ça peut être, c'est pas forcément, on pense tout de suite à la voiture de fonction et à un téléphone portable, mais ça peut être aussi jouer sur vos conditions de travail, et ça aussi, hein, ça intervient dans le package global, c'est quelque chose à demander. Euh, oui, vous pouvez demander également une formation, hein. Voilà. Si on ne peut pas effectivement vous donner de l'argent pour vous récompenser entre guillemets, voilà. Est-ce qu'on peut vous financer une formation? Est-ce que vous pouvez utiliser votre CPF? Voilà, trouver un arrangement pour que du coup, oui, c'est pas de l'argent, mais c'est également une rétribution sous forme de formation, quoi. Ok, bah écoutez, on arrive au terme de ce live. Je vois qu'il n'y a plus de questions. On va en rester là. Je vous montre juste, pour terminer, avant de nous quitter, sur effectivement l'écran, vous avez le QR code, hein, que vous photographiez. Et quand vous cliquez effectivement sur le lien, vous arrivez directement sur le simulateur de salaire de l'APEC que je vous recommande, et qui vous propose une simulation avec un montant, une fourchette. Elle est très précise, elle est utilisée par de nombreux recruteurs. Donc voilà, vous y avez accès directement. Bah, merci pour votre attention. Pour poursuivre l'échange, pour prendre rendez-vous avec un consultant, voilà, il y a une seule adresse, hein, apec.fr. Quand vous arrivez sur apec.fr, vous avez un bouton prendre rendez-vous ou prenez rendez-vous et vous choisissez effectivement le créneau, le centre de votre choix, à distance, en présentiel, tout ce que vous voulez. Voilà, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour aller plus loin sur ces sujets de rémunération ou sur tout autre sujet concernant votre de projet professionnel. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas. Merci de toutes vos questions, de votre participation. Je vous souhaite plein de belles choses pour vos projets professionnels. À très bientôt et un excellent week-end. À bientôt, au revoir.